Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et à toutes celles qui nous rejoignent cet après-midi. Alors nous allons démarrer l'après-midi avec Virginie Dacchio, qui est la fille du docteur Dacchio, qui a lancé il y a quelque temps un projet qui s'appelle 1000 hommes, 1000 hectares. Et donc c'est en fait un verger de plantes médicinales, mais un verger naturel, on va dire, qui n'a pas été planté. Un verger, c'est presque une forêt primaire. Voilà, et puis nous continuerons avec Lassina Sanou, Patrice Zerbeau et Geneviève Michon pour terminer avec la table ronde vers 17h et quelques. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon après-midi et je cède la place à Virginie Dacchio. Merci bien Bernard pour l'introduction. Donc comme il a dit, moi je suis docteur Virginie Magnet Dacchio. Je précise que mon vrai prénom c'est Magnet, parce que depuis le matin c'est la journée africaine. Donc voilà, il faut donner son prénom africain. Donc je vais partager avec vous notre expérience dans la mise en place des vergers de plantes médicinales que nous avons dénommé projet 1000 producteurs, 1000 hectares. Je précise au passage que le coparrain du forum, c'est le docteur Dacchio Pando Zéphirin, qui est en fait mon père, et voilà, qui m'a demandé de le représenter ici. Donc en fait, quand Bernard m'a présenté comme étant la marraine, j'ai souri. S'il était là, il va dire que je substitue ses honneurs. Donc, mais je lui transmettrai le message. Donc, on aura 4 grands points à voir. Il y aura une petite introduction. En fait, l'introduction, c'est juste une vidéo du docteur Dacchio que nous allons passer. Il va expliquer un peu son concept, qu'est-ce qui l'a motivé. Et puis, il va terminer par un petit mot à l'endroit des forumistes, vu qu'il ne peut pas être là avec nous. Ensuite, je vais revenir sur une présentation de notre entreprise, les laboratoires Phytofla. Je vais parler un peu de ce que nous faisons. Et je reviendrai sur le projet des vergers de plantes médicinales, vous donner un peu quelques détails. Et on va terminer par une petite conclusion. Donc, en vidéo pour l'introduction. Moi, je m'appelle Dr Dacchio Pando Zéphirin. Je suis pharmacien. Alors, j'ai une quarantaine d'expérience dans le métier de pharmacien. Mais ma particularité, c'est d'avoir eu à faire la promotion de la médecine et pharmacie traditionnelle, surtout africaine. Alors, à ce titre, j'ai pu créer à Banfora une unité de production de médicaments à base de plantes médicinales. Donc, 5 ont reçu les autorisations de mise sur le marché, que nous appelons dans notre jargon de pharmacien à même. Alors, c'est des produits qui sont distribués sur l'ensemble du territoire et dans certains pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal. Alors, avec l'activité qui a été mise en place, maintenant, comme la matière première provient de la nature, je me suis rendu compte qu'il faut anticiper. Il faut avoir de la vision. Parce que nous, en Afrique ici, souvent, on laisse le temps nous rattraper.
C'est quand il n'y en a pas, on dit, ah, il n'y en a plus, que c'est l'affaire de Dieu. Alors que ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu, ça c'est l'affaire des hommes. C'est pour ça que je me suis rendu compte depuis quelques années, depuis pratiquement une bonne vingtaine d'années, même plus, qu'à long terme, la matière première d'origine végétale, la matière première d'origine végétale que nous utilisons pour fabriquer nos produits va nous manquer. Et j'ai eu l'idée de mettre en place ce projet que j'ai baptisé 1000 producteurs, 1000 hectares. C'est-à-dire que chaque producteur aménage 1 hectare, tout juste 1 hectare. Plus de ça, c'est difficile à entretenir. Et au bout de 4-5 ans, alors, nous allons signer des contrats d'achat avec chaque producteur pour pouvoir nous ravitailler en matière première. Alors, l'avantage c'est quoi? L'avantage, je vois 3 gros avantages dans ce projet. Le premier gros avantage, c'est de pérenniser la nature, de régénérer la nature de façon permanente. Deuxième gros avantage, c'est de permettre à ces producteurs d'avoir un revenu. Parce qu'on va acheter et ça leur permet aussi d'avoir un revenu. Et le troisième gros avantage, c'est de pérenniser l'activité des laboratoires Phytofla. Ce que j'ai toujours dit que j'ai mis ça en place, et moi-même, mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, je veux que dans 100 ans, 200 ans, Phytofla continue de fonctionner. C'est extrêmement important. Et le laboratoire Phytofla ne peut continuer de fonctionner tant qu'il n'y a pas de matière première, on ne pourra pas continuer de fonctionner. Et c'est la seule solution pour permettre au laboratoire Phytofla de fonctionner de façon permanente et pérenne. Très important, la mise en place des vergers de plantes médicinales. Alors, les plantes qui sont ciblées pour le moment, c'est 6 plantes. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'avec ce projet, on peut reverdir tout le Burkina. Et je me suis toujours, chaque fois pour taquiner un peu mes amis, j'ai dit c'était au temps de la Révolution, on allait faire un mot d'ordre. Un paysan, une forêt familiale. On dit qu'il y a 13 millions de paysans au Burkina. Si chaque paysan aménage 1 hectare de forêt familiale, ça fait 13 millions d'hectares de forêt familiale. Et ça, c'est formidable. Là, même dans 1000 ans, on sera toujours là. Et chacun aménage sa forêt, l'entretient. Et à l'intérieur de ces forêts, on a remarqué qu'il y a d'autres avantages qui sont venus ajouter, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la faune et des espèces qui ont commencé à disparaître parce qu'ils n'ont plus de zones pour se reproduire, telles que les perdreaux, les lièvres. Depuis que j'ai fait ce petit aménagement, pratiquement tous les perdreaux, les perdrix viennent se reproduire ici. Les lièvres aussi viennent se reproduire ici. Parce qu'il y a plein de coins, ce sont des champs. Et les gens ont commencé maintenant, il n'y a plus d'espace, on est devenu plus nombreux. Les gens ont commencé à tout défricher pour faire l'anacar, les champs de maïs. Mais si chacun a un petit espace de 1 hectare, c'est quelque chose qui est formidable. Non seulement vous pouvez y vivre, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire faire du bois de chauffe, j'ai demandé de faire du bois de chauffe à l'intérieur, vous pouvez faire du miel, vous pouvez faire perdre vos bœufs, les animaux en voie de disparition vont pouvoir se reproduire. Et un autre phénomène auquel on est en train d'assister, avec les herbicides, nos vieilles sources, comme on le dit, sont en train de disparaître. Les gens sont en train de tout brûler avec les herbicides. Et avec l'abandon de ces hectares, tous ces vieilles sources-là, vous les retrouvez dedans. Donc, ce projet n'a que des avantages. Il n'y a pas d'inconvénient. Et l'avantage en plus, il y a un autre avantage que je vois, c'est que ce n'est pas trop lourd. Maximum 1000 € par personne. Et c'est suffisant. Là, vous êtes tranquille. Et dans 100 ans, vous pouvez toujours voir les plantes qui ont disparu. Vous pouvez toujours voir les oiseaux qui ont disparu, les animaux qui ont disparu et les herbes qui ont disparu. Extrêmement important. Voilà un peu ce que je peux dire dans le cadre de ce projet. Et pour le moment, vraiment, ça se passe très bien. On a environ une soixantaine d'adhérents qui ont déjà commencé. Et là, on a assis, c'est l'expérience. Voilà, tout ça, c'est bon, ça a été planté il y a 5 ans. Voilà, il y en a qui ont commencé à faire des fruits. Et là, vraiment, quand j'ai réussi, je suis très content. C'est même thérapeutique pour moi. Quand j'ai réussi, je suis très content. Ça me guérit même. Voilà. OK. En tant que coparrain du forum, j'aurais souhaité assister, comme on le dit, en chair et en os à la conférence, mais pour des raisons de santé, j'ai préféré me faire présenter, mais
ce n'est que partie remise. C'est comme j'ai envoyé ma fille, c'est la même chose. Et je vais profiter de l'occasion pour dire vraiment merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce forum. Le thème est très important, des hommes et la forêt. Et je pense que ça cadre très bien avec ce que nous sommes en train de faire actuellement sur le terrain depuis pratiquement 40 ans. Et je pense que les participants qui seront là vont pouvoir vraiment contribuer et apporter des solutions au problème de la désertification qui menace sérieusement notre continent, je peux dire le monde entier. C'est extrêmement important. Et souhaiter aussi avoir aussi des partenaires pour nous aider dans le cadre de ce projet de 1000 producteurs, 1000 hectares. Voilà. Bon vent à tout le monde. Voilà, donc vous venez d'écouter Dr Dakio. J'avoue que quand j'ai vu la vidéo, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais ajouter? Parce qu'il a déjà tout dit. Mais quand même, vu que je suis de on va dire, la nouvelle génération, je vais présenter un peu l'entreprise. Voilà, les laboratoires Phytofla. Donc, le nom Phytofla est composé de phytos, qui veut dire plante en grec, et fla, qui veut dire médicament en langue locale, plus précisément en djoula. Ce matin, je taquinais mon esclave, Madame Olivier. Fla, on dit fla. Fla, c'est peul. Donc, pour dire que ce sont nos biens, même si elle n'est pas d'accord. Donc, c'est mon esclave. Donc, je l'utilise pour soigner les gens. Et notre devise, c'est la santé par les plantes. Voilà, c'est comme il a dit tout à l'heure. Phytofla est un établissement pharmaceutique de préparation, mais j'aime plutôt dire une unité de production de médicaments traditionnels améliorés. Parce que quand on dit pharmaceutique, chez vous, vous avez vraiment de grandes firmes pharmaceutiques avec tout ce qu'il y a comme nouvelles technologies. Donc, lui, en tant que pharmacien, qui a fait des études pharmaceutiques, quand il est rentré chez lui, il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire, quelle pouvait être sa contribution. Comme on dit, le principe, on apporte des solutions locales à nos problèmes locaux. Donc, en tant que pharmacien, il a décidé d'utiliser des plantes médicinales, donc valoriser la matière première végétale pour produire des médicaments avec des moyens, des méthodes locales. Voilà. Phytofla est implanté à Banfora, qui est le chef-lieu de la région des Cascades, qui est situé au niveau du sud-ouest du Burkina, à 450 km de la capitale. Donc, j'ai mis une petite photo des chutes. Peut-être que certains auront envie d'aller faire un peu de tourisme. Donc, ça existe dans un village qui est à peu près 7-8 km de Banfora. Ce sont des cascades. Et le nom de la région vient de ça. Voilà. Je ne peux pas parler de Phytofla sans parler de son histoire, qui a commencé dans les années 83, sous la Révolution, où Dr Dakio a débuté ses activités de recherche sur la médecine et pharmacopée traditionnelle au sein de l'hôpital de Banfora, où il était affecté comme pharmacien par la création du laboratoire galénique. Au début, ce n'était pas laboratoire Phytofla, c'était laboratoire galénique. Tout à l'heure, Lukman a parlé de son papa qui était traité de fou. Le mien également était traité de pharmacien fou à l'époque. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un va faire 6 ans, 7 ans d'études à l'étranger. Il a fait ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il rentre en tant que pharmacien, vous le voyez sur la photo avec une pioche, pour aller enlever les racines, venir piler, faire des tisanes, des poudres pour soigner les gens. C'était inconcevable à l'époque. Mais il y a cru, parce que le mot d'ordre de la Révolution, c'était « consommons burkinabé, consommons local ». Lui étant pharmacien spécialiste du médicament,
C'est naturellement qu'il est reparti aux sources. Donc, il est reparti vers la médecine traditionnelle. Il a recensé les praticiens et il a essayé de moderniser certaines recettes traditionnelles pour les rendre encore plus accessibles aux populations. Parce que nous sommes aujourd'hui à la croisée de chemin de deux civilisations. Nous avons notre civilisation africaine traditionnelle, mais nous avons également la civilisation occidentale. Donc certains veulent toujours avoir la sensation d'utiliser le médicament traditionnel, mais ne veulent pas utiliser le médicament traditionnel dans sa forme initiale. Donc le pharmacien, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout simplement d'améliorer la présentation et d'aider celui qui ne veut pas aller chercher un canari, mettre des bottes de feuilles là-dedans, bouillir, faire sa tisane de façon beaucoup plus élaborée, de façon beaucoup plus convenable à son goût. Et c'est ce qu'il a lancé. Donc, il a mis au point quelques formulations lui-même en se basant sur des plantes locales bien connues pour leurs propriétés thérapeutiques. Il a sirop d'Uba qui est son premier produit. Ensuite, la tisane Dribala, comme on peut le voir sur les photos. Aujourd'hui, le laboratoire Phytofla dispose d'une soixantaine de produits qui sont répartis dans différentes formes pharmaceutiques. Donc, on a des sirops, des poudres, on fait même des gélules, des tisanes toujours. Nous faisons des extractions d'huile essentielle et tout ça. Et notre particularité, ce qui est toujours important, nous utilisons la matière première végétale et c'est surtout la matière première végétale locale, donc de la région. Maintenant, bon, quand on va prendre dans la nature, comme il a dit, nous les Africains, souvent on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On a commencé par chercher pharmacie, médicaments, formulations, améliorer les présentations. Et on est en train de se faire attraper par la difficulté d'avoir la matière première. Pour assurer une bonne production, il faut maîtriser ta matière première. Donc là, on a la liste de quelques plantes, des espèces qui sont déjà, on peut dire, plus ou moins en voie de disparition, et pour lesquelles nous avons des difficultés, ce qui compromet même un peu la fabrication de certains produits. Et donc, c'est ce qui nous a amené à réfléchir à une stratégie pour faire face à cette raréfaction de la matière première. Et pour cela, nous avons pensé à la mise en place des vergers de plantes médicinales. Chez nous, nous avons des vergers de manguiers pour produire des mangues. On a des vergers d'anacardier, la noix d'acajou. Peut-être que vous connaissez certainement. Mais vergers de plantes locales, non. En fait, on ne s'est même jamais vraiment posé la question, puisque c'est des essences sauvages. La nature a donné, donc nous, on va prendre dans la nature. À force d'aller prendre dans la nature sans rien remettre, finalement, tu vas tout enlever. Et donc, nous, on a amené maintenant ce concept de verger, de plantes médicinales, tout comme celui qui veut faire son verger de manguier, son verger d'acajou, et ainsi de suite. Comment nous avons procédé? Nous avons d'abord commencé par réaliser des jardins conservatoires qui ont servi de site d'expérimentation d'un système de goutte à goutte et de reproduction de quelques essences. Ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait s'assurer déjà qu'on puisse bien maîtriser l'approvisionnement en semences, des semences sauvages, qu'il faut maîtriser les systèmes pour pouvoir produire les pépinières, ensuite les reboiser, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'études concernant ces essences sauvages-là. Et donc, nous avons commencé par ça. Le système de goutte à goutte, pourquoi? Parce qu'il fait très chaud chez nous. La saison hivernale ne dépasse pas 3-4 mois. Une fois que vous avez planté, il faut que la plante puisse traverser la saison sèche sans grande difficulté. Donc, un apport d'eau va l'aider à faire face aux 8-9 mois de sécheresse. Mais nous n'avons pas voulu appliquer
le système d'irrigation moderne conventionnel. Parce que toujours notre principe, on trouve des solutions locales aux problèmes locaux. Qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution pour pouvoir mettre en place le goutte à goutte qui ne sera pas coûteux pour le paysan qui voudrait le faire? Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé à un système simple. Les bidons, voilà, il fallait un support, voilà ce qu'on a mis en place. Un support pour maintenir le réservoir qui est composé d'un bidon, c'est des bidons d'huile de récupération qu'on peut trouver un peu partout au marché, c'est des bidons de 20 litres. Un perfuseur, parce que pour pouvoir faire le goutte à goutte avec le bidon de 20 litres, ce n'était pas évident. Nous avons pris des perfuseurs et un flacon pour pouvoir réduire l'évaporation et faciliter l'infiltration de l'eau. Mais j'explique un peu le principe. Le perfuseur, c'est un perfuseur médical. Donc, nous, on perfusait les plantes. Je me rappelle quand mon agent qui s'occupe des plantes est allé acheter des perfuseurs en pharmacie. Il a demandé 150 perfuseurs. Le vendeur qui le regarde et qui se demande qu'est-ce qu'il veut faire avec 150 perfuseurs. Il dit que c'est pour aller perfuser les plantes. Ben, voilà un deuxième fou qu'on a regardé bizarrement depuis qu'on perfuse les plantes. Et pourtant, le système a quand même assez bien fonctionné. Mais au début, on n'utilisait pas le flacon. C'est-à-dire qu'on laissait le bout du perfuseur juste à côté de la plante et on réglait la goutte. Mais on s'est rendu compte qu'avec la forte chaleur, l'évaporation était rapide. On a décidé de prendre des flacons également de récupération. Ça fait un peu de recyclage. On a fait un trou au niveau du fond du flacon. On a enterré le flacon à juste quelques 1, 2, 3 cm du pied de l'arbre et on a mis le bout du perfuseur à l'intérieur. Donc, du coup, on avait régulièrement les gouttes qui tombaient. Il n'y avait pas de l'eau tout autour. Voilà. Et avec ça, les plants qu'on a pu expérimenter avec ce système, on s'est rendu compte qu'effectivement, la croissance allait 2 à 3 fois plus vite que les pieds témoins. Mais le problème qui s'est posé, c'était les perfuseurs. Parce que ce n'est pas adapté pour ce que nous étions en train de faire. Mais néanmoins, c'est vrai, on a eu à expérimenter quelques pieds avec ça, mais on a décidé de laisser ce projet de goutte à goutte d'abord, en attendant de trouver une meilleure solution. Donc là, on a un peu la situation de quelques jardins conservatoires que nous avons réalisés. Donc on a choisi 4 localités, 4 villages dans lesquels nous avons délimité 1 hectare, on a planté, on a mis quelques plants et on a fait des essais pour pouvoir mesurer les croissances et ainsi de suite. Donc là, vous avez les images de notre jardin conservatoire de Koutoura. Voilà, c'est ici que on a fait le petit film. Voilà. Et on a fait les plantations en 2014. Avant, c'était nu, hein, il n'y avait rien. C'était des champs. Et depuis actuellement, quand vous y allez, c'est devenu, on ne va pas dire une forêt, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Voilà. Donc, c'est fort de toutes ces expériences que nous avons décidé de lancer le projet 1000 producteurs, 1000 hectares. 1000 hectares, notre objectif, on dit, avec ça, on peut reverdir tout le Burkina. Un producteur qui va chercher à faire une plantation de 2-3 hectares, l'entretien est compliqué. Donc, on lui demande tout juste 1 hectare de son lopin de terre, il reboise, il met la clôture, parce que la clôture, c'est important pour les questions d'animaux qui viennent et tout ça. Et il fait des pare-feux. Pour l'entretien, il laisse, c'est tout. On laisse la nature faire ces choses, comme on dit. Que la plante subisse voilà, les aléas, les contraintes pour pouvoir produire les phytohormones nécessaires à ses propriétés thérapeutiques.
Donc, l'objectif général du projet, c'est de mettre en œuvre des stratégies pour contribuer à la gestion durable des ressources naturelles. Et les objectifs spécifiques, c'est de reverdir la nature pour la reproduction, la plantation et la régénération naturelle des espèces, contribuer à améliorer la santé des populations, générer des revenus pour les producteurs, pérenniser les activités de production des laboratoires Phytofla, bien sûr, on ne s'oublie pas, et assurer la survie des espèces animales, mais également végétales. Donc, depuis jeudi, on parle d'écosystème, voilà, tout ça, ça fait partie. Et qu'est-ce qu'il faut? Un terrain d'1 hectare, 20 rouleaux de fil barbelé ou de grillage pour la clôture, les rouleaux de fil de fer mou, ça permet d'attacher les fils barbelés, le grillage au support, et des pépinières, il faut des plantes pour planter. Et comment on procède? Donc, il faut d'abord créer des pépinières, forcément. Ensuite, et pour cela, il faut choisir les zones dont l'approvisionnement en eau est pérenne. Parce que quand on parle de pépinière, il faut qu'il y ait de l'eau pour pouvoir arroser régulièrement. Choisir les espèces à produire et leur mode de production. Nous avons mis l'accent sur les espèces que nous utilisons le plus, dont nous avons le plus besoin pour nos activités. Mais nous nous sommes rendus compte que ces mêmes espèces-là sont également demandées par les populations. Donc, du coup, bon, on a fait d'une pierre deux coups. Approvisionner en semences et en pots pour pouvoir faire les pépinières, c'est nécessaire. Et ensuite, réaliser ces différentes pépinières. Après ça, une fois que les pépinières sont prêtes, sont fonctionnelles, il faut réaliser les plantations. Donc, pour ça, il faut d'abord identifier les producteurs selon les critères suivants. Le producteur doit disposer d'un terrain d'1 hectare, garantir la propriété du terrain. Je crois qu'on a posé la question tout à l'heure. C'est très important pour éviter après certains conflits. Et ensuite, réaliser les plantations sous la supervision des agents du service forestier. Et d'ailleurs, je peux dire que le projet a été pensé en collaboration avec ces agents du service forestier, justement, qui ont essayé de guider, qui ont proposé justement de limiter à 1 hectare et ainsi de suite. Et ils ont proposé que pour chaque hectare, il faut planter 150 pieds. Certainement pour pouvoir respecter les écarts entre les différents plants et ainsi de suite. Une fois que la plantation est réalisée, il faut protéger. Donc, l'entretien, c'est ça. Protéger contre les animaux par la réalisation de clôtures avec du grillage et du fil barbelé. Et également protéger contre les feux de brousse par la réalisation de pare-feu. Et maintenant, je vais revenir encore sur notre système de goutte à goutte, puisque c'est pour un producteur qui a la possibilité d'avoir un système d'irrigation, c'est encouragé qu'il le fasse pendant 2-3 ans pour permettre à ces plantes de croître 2 à 3 fois plus vite pendant la saison sèche. Donc, nous avons subventionné un certain nombre de producteurs, parce que comme j'ai dit, depuis 2017, nous avons commencé, on a recensé déjà quelques producteurs, et nous sommes à une quarantaine à qui on a déjà donné des kits de protection de l'hectare. Ce matin, dans le film de Marx et Dozo, on parlait de ça. Ils ont bénéficié des kits de protection. Et à ce jour, nous avons distribué 6500 plants déjà plantés. Voilà. Et cela dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, Sud-Ouest, Bouc-du-Moun et régions du centre. Parce que l'esprit du projet, c'est de toucher toute l'étendue du territoire, pas uniquement dans la région des Cascades. On a commencé par la région parce que c'est là-bas qu'on vit et c'est beaucoup plus facile pour suivre et autres. Mais en tout cas, à chaque fois qu'une personne se manifeste qu'elle est intéressée et qu'elle remplit les conditions que nous avons citées plus haut, nous, on donne des plans. Voilà.
Donc, bon, voilà, ça c'est juste quelques photos. Un pied d'Antoclesta. Je crois que c'est une plante qui est intégralement protégée. Je parle sous le contrôle du colonel Sanou. C'est d'ailleurs voilà, lui qui nous a amené ça. Voilà, c'est un plant qui a quoi, 5-6 ans. Voilà, donc ça veut dire que quand c'est protégé, c'est entretenu, il n'y a pas de feu, de brousse qui vient ravager, il n'y a pas de problème, les plantes sont à l'aise et elles évoluent naturellement. Donc, bon, pour une petite conclusion, comme je disais, depuis 2017, nous avons commencé. Nous avons prévu faire quand même une évaluation des plantations déjà réalisées, parce qu'on suit toujours cette démarche scientifique, histoire de pouvoir maîtriser, savoir quelles sont les difficultés que les uns et les autres rencontrent, puisque, comme je l'ai dit, c'est dans différentes régions que nous avons déjà implantées, et toutes les régions n'ont pas les mêmes réalités. Voilà, on n'a pas la même diversité, forcément, au niveau du Burkina. Donc, cette évaluation est prévue. Et on souhaite étendre le projet à d'autres régions du Burkina. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Merci Virginie. Y a-t-il des questions sur Internet ou dans la salle? Oui, j'en vois déjà dans la salle. Un peu. Voilà. Je vais remplacer un peu mon ami Bernard parce qu'on le fatigue depuis 2 jours. Bonjour, merci pour votre présentation. Et moi, je me posais la question par rapport à l'une des premières conférences qu'on a eues ce matin sur cette culture avec les dosos qui travaillent avec les plantes médicinales. Comment cette culture-là des dosos se réimpacte après dans les vergers de plantes médicinales? Est-ce que cette culture-là, qu'ont les dosos, cette approche-là avec les plantes, est-ce que vous avez aussi cette approche-là dans les vergers? Voilà. Okay. Merci pour la question. Bon, je ne vais pas dire que je m'attendais un peu à ça, mais nous n'avons pas la même approche, pas totalement. Parce que les dosos, ils ne sont pas dans une production plus ou moins industrielle. C'est au cas par cas. Nous, en fait, la particularité de nos produits, c'est que ce sont des essences, c'est des plantes médicinales populaires, comme aussi on veut. Voilà, donc il n'y a pas, c'est pas qu'on va aller demander et tout, mais il y a toujours ce respect-là qu'il faut quand même souligner. Le respect de la plante, le respect de l'arbre, parce que l'objectif, c'est de soigner. Même si on ne va pas demander forcément la permission, on va dire qu'on le pense, donc de manière inconsciente ou consciente, on le pense. Et bon, voilà, c'est une question d'énergie aussi peut-être. Ça fait que la plante, on a toujours cette propriété thérapeutique-là qui est là. Mais pourquoi nous avons décidé 1 hectare et à le reboiser à l'intérieur au lieu de découper ce qu'il y avait dedans et apporter de nouvelles plantes, c'est toujours pour s'assurer que la plante va évoluer dans son habitat normal et pouvoir produire ces substances thérapeutiques qui permettent de soigner. Voilà, donc en fait, on est un peu côte à côte. C'est pour ça que d'ailleurs la collaboration c'est très intéressante avec eux, parce qu'ils ont déjà ce respect pour la nature, ils ont déjà ce concept de protéger, ce concept de vivre en communion avec les plantes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, à ma droite. Pardon. Bonjour, James Letten. J'aimerais poser une question par rapport au fait à la chaîne économique de Phytofla. À quel point est-ce qu'il y a une grande demande pour ces médicaments traditionnels? Et est-ce que si vous allez arriver à 1000 hectares, est-ce que
vous répondez à la demande ou à quel niveau est-ce que vous répondez à cette demande ou pas? Oui, pour l'instant, les produits marchent assez bien quand même. Donc ça, vraiment, ça marche assez bien. C'est bien accepté par la population aujourd'hui. Et effectivement, les besoins en matières premières ont augmenté. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, rapidement, on a pensé à pérenniser en s'assurant qu'on aura toujours la matière première disponible. Donc, on a dit 1000 hectares, 1000 producteurs, 1000 hectares pour commencer. Mais c'est un principe qu'on veut lancer. Disons, c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle sensibilité qu'on veut amener. Si on va au-delà des 1000 hectares, c'est bon. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes toujours à une production plus ou moins semi-industrielle. J'aime dire qu'on fait du tradi moderne toujours. Voilà. Et tout doucement, on va y aller, histoire de pouvoir maîtriser la reproduction des matières premières avant peut-être de dire que bon, voilà, l'entreprise peut se lancer dans une chaîne industrielle en bonne et due forme. Bon, voilà. C'est un peu ça. On a un commentaire ici. Je ne pense pas que ce soit une question, je pense plutôt un commentaire. OK. Merci. Merci à Dr Virginie de sa présentation. C'est seulement pour ajouter du sucre au miel. Là, ça devient très sucré. Voilà. C'est pour dire que ce que le grand frère Dr Dakio est en train de faire, c'est très saluant. Et les espèces choisies pour abriter les vergers de plantes médicinales, ce sont des taxons qui sont menacés de disparition au niveau du Burkina Faso, la plupart. Donc, d'un coup, pour pérenniser la production des phytomédicaments et de l'autre côté, pour préserver ces espèces qui sont menacées de disparition. Et leur champ école à Koutoura, nous avons évalué le taux de survie et leur croissance selon les paramètres de croissance en comparaison avec d'autres, ce qu'on a appelé les conservateurs de plantes médicinales. On s'est rendu compte avec l'arrosage goutte à goutte, le conservatoire de Koutoura avait presque 90% de taux de survie. Et en termes de croissance, c'était le conservateur qui avait beaucoup plus d'espèces, d'individus qui étaient beaucoup plus très grands. Et il faut se dire, il faut beaucoup remercier le docteur Dakio. L'an passé, à l'occasion de la journée nationale de la médecine traditionnelle, il a fait un don de 1000 pieds d'une vingtaine d'espèces de plantes médicinales menacées de disparition aux tradithérapeutes du Burkina Faso. Ça, c'est vraiment bien et ça permet aussi de sensibiliser les gens qu'il faut continuer à préserver. Il ne faut pas toujours continuer à prélever ni ne pas ajouter. Il faut ajouter. Si vous prélevez, il faut ajouter. Il faut prélever, il faut ajouter pour que les générations futures puissent bénéficier de ce qu'on a fait. Parce que si nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient réagi de la sorte, on n'allait pas trouver aujourd'hui ce que nous sommes en train de parler des plantes. Il y a certaines espèces même dans les villages que les enfants ne connaissent pas parce que ça a totalement disparu. Si vous prenez les anthoxylomes, les Phagaras anthoxyloides, qui est une des plantes dans le cadre du produit FACA, mais c'est menacé. C'est menacé de disparition et l'espèce a un problème de régénération. Parce que la graine a une dormance embryonnaire qui contient beaucoup d'huile, donc la germination devient très difficile. Et dans la nature, avec les chiens, donc les habitats, les peuplements sont en train de disparaître à cause de l'agriculture. Donc c'est ça que je voulais ajouter
à ce mot. Merci, docteur Virginie. Merci, Lassina. Merci bien. Il y a encore une question dans le public. Bonjour, merci. Je voulais savoir, vous avez parlé du coup de plans sous perfusion, bien sûr, puisque c'est des plans, il faut les aider à leur croissance pour en rendre, enfin j'imagine rendre des plans forts pour qu'ils puissent. Et après, vous avez parlé sur les parcelles d'irrigation là aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où le système s'auto-alimente et où, à force d'avoir reverdi ces parcelles, l'irrigation n'est plus du tout nécessaire et le cercle vertueux se remet en route? Oui, effectivement, l'idée au départ du goutte à goutte de l'irrigation, ou peu importe, hein, ça peut être notre système de perfuseur ou un autre modèle d'irrigation, c'est d'apporter régulièrement de l'eau à la plante pendant les 3 premières années de vie. Parce qu'avec les expériences que nous avons faites dans nos jardins conservatoires, on s'est rendu compte qu'après les 3 ans, quand on arrête l'irrigation, la plante croît d'elle-même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a une personne d'assistance qui demande est-ce qu'au Burkina Faso, la médecine traditionnelle est intégrée, officielle, autorisée par rapport à la médecine moderne? Est-ce que tu peux nous éclairer sur la position du pays dans ce domaine? OK. Oui, au Burkina Faso, la médecine traditionnelle est officiellement reconnue maintenant. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et je crois que c'est depuis 1994, si je ne me trompe pas des dates, qu'il y a eu la création au niveau du ministère de la Santé d'une direction, la direction de la médecine et pharmacopée traditionnelle. Cette direction existe toujours, mais maintenant elle s'appelle Direction de médecine traditionnelle et alternative. Voilà, donc nous travaillons beaucoup en étroite collaboration avec les responsables au niveau de la direction là-bas pour aider les tradipraticiens. Personnellement, je les forme. On m'a souvent demandé de leur donner des petites formations sur comment il faut traiter la matière première, la conservation, le stockage, la fabrication de certaines formes pharmaceutiques. Donc, de ce côté, au niveau du Burkina, c'est parfaitement intégré. Et par rapport à la réglementation aussi, les choses ont beaucoup évolué parce que nous pouvons avoir des autorisations de mise sur le marché pour ces médicaments traditionnels améliorés également. Donc, ils ont été classés, je pense que ça, c'est l'OMS qui a proposé ça, catégorie 1, 2, 3 à 4. Catégorie 1, c'est ce que nos tradipraticiens locaux font avec juste une présentation basique. Les médicaments de catégorie 2, ce que nous faisons à Phytofla, suivent quand même des procédés beaucoup plus élaborés avec des méthodes standardisées et selon les bonnes pratiques de fabrication. Donc, on intègre déjà ces notions au niveau des médicaments de catégorie 2. Pour les catégories 3 et 4, on tend vers les médicaments conventionnels. Donc, pour le moment, au niveau du Burkina, les catégories dont nous disposons sur le marché, c'est 1, 2. Vous avez l'autorisation de mise sur le marché. Vous êtes distribué dans le circuit officiel des médicaments du Burkina sans problème. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a 5 de nos produits qui sont distribués partout. Tous les grossistes pharmaceutiques officiels les distribuent dans toutes les formations sanitaires du pays. Et il y a 4 qui sont inscrits dans la liste des médicaments essentiels au Burkina. Voilà. Donc, c'est très bien autorisé. Et actuellement, je crois qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a eu le projet le centre de médecine traditionnelle, de soins intégrés de Tengandogo, histoire de... Voilà, il y a une correspondance entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Donc, au niveau de ce centre, ils ont prévu il y a des salles de consultation des tradipraticiens, ils ont des salles de production où ils pourront faire leurs petites formulations, ils ont un jardin botanique. Je crois que c'est d'ailleurs Dr Sanou Lassina
qui a accompagné la mise en place de ce jardin botanique. Et ils ont même un marché des plantes médicinales qui est prévu. Voilà, je crois que l'inauguration se fera incessamment. Mais on accompagne. Voilà, Phytofla est toujours là pour accompagner les actions dans ce domaine. C'est ça qui nous a lancés. C'est l'essence même de l'entreprise. Ben donc, voilà, chaque fois qu'on est sollicité, toujours dans ce sens, on répond présent. En fait, on pensait être en avance en France. Oui. Vous nous avez doublés, mais on ne sait pas quand. On ne les a pas vus dans le rétroviseur. On ne vous a pas vu dans le rétroviseur. Là, mais c'est comme ça. Ben oui. Des fois, l'élève dépasse le maître. Ah ouais. Si tant est qu'on a été les maîtres un jour. D'accord, merci beaucoup. En fait, nous, on cherche dans les cendres des femmes qu'on a brûlées au Moyen-Âge les savoirs qu'elles avaient. Ah. On cherche dans les cendres. Vous cherchez on a dans les brûlé, cendres. en France, là, Mais en Occident. nous, on ne cherche pas dans les cendres. Hein, vous les avez, vous. C'est génétique. Voilà. Ben nous sommes des descendants de ces femmes-là. Voilà. Ben voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà. On ne va plus aller chercher quelque chose à des cendres. Nous, on les cherche. Merci. Merci. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Virginie. Et s'il y en a encore une derrière. Attends, deux même. Bon, il reste quelques minutes pour Virginie. Puis il faut profiter qu'ils sont là parce que c'est pas évident de nos jours de faire venir des amis. Qui commence? Non. Bonjour Virginie, je suis là. Merci pour cette présentation. Je voulais juste savoir, combien de personnes ça représente Phytofla. Le personnel. Je veux dire pour le laboratoire. Pour le lui-même, laboratoire, sans la compter les production. producteurs. Oui. Ben, on va 50. Voilà. Et votre distribution, c'est essentiellement des pharmacies dans le pays ou c'est une distribution aussi pour des particuliers? Les pharmacies médecins? pour les médicaments qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Maintenant, nous avons aussi un circuit de distribution que le docteur avait mis en place à l'époque quand il a commencé. J'ai oublié de signaler, c'est vrai qu'on l'a traité de pharmacien fou, mais ce n'était pas du tout gagné d'avance en son temps pour pouvoir fabriquer et distribuer. Et donc, pour pouvoir écouler ces produits de sorte à ce que ça puisse toucher le maximum de personnes, il a en collaboration avec des particuliers créé des dépôts qu'on a appelés des dépôts Phytofla. Donc, ces dépôts distribuent également nos produits. Et présentement, le réseau des dépôts, je crois qu'on doit avoir une cinquantaine, hein, et ce n'est que uniquement nos produits que ces dépôts distribuent. Donc, Des particuliers? Oui, c'est des particuliers. Ouais. Voilà. Et toujours avec des particuliers, il y a certains qui font... Bon, on envoie en Côte d'Ivoire, on envoie au Mali. Il y a même une qui prenait ici en France, mais je ne me rappelle plus dans quelle ville elle était. On lui envoyait ça par la poste, ou bien elle avait un parent qui venait prendre ça, et puis bon, après, nous, on ne sait plus, mais ça fait un moment qu'on a perdu ces traces. Voilà. Merci. Oui, professeur. Ben heureusement qu'il y a des fous en Afrique. je fais partie de ces fous. Ouais. Alors, je voudrais vraiment vous féliciter pour tout le travail que vous avez mis en place et tout ce partage avec les populations locales. Et pour moi, c'est comme ça que je conçois il y a un certain nombre de protocoles là, qui sont très chers à nos amis Marc, Olivier, Claude, etc., et particulièrement le protocole de Nagoya, oui, qui va peut-être freiner parce que vous avez déjà signé, vous avez déjà ratifié le protocole au Burkina. Et donc, là aussi, il faut se défendre. Ouais. Parce que franchement, le partage que vous faites, c'est ça, le partage. Le protocole de Nagoya, c'est l'accès et le partage des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques. Et donc, moi, je trouve que c'est tout à fait, c'est comme ça que ça doit être fait, le protocole de Nagoya. Et non pas tout ce qui est en train de se tramer au niveau de la Convention sur la diversité biologique. Oui. Mais on doit encore être plus fou pour se défendre, parce que c'est comme ça qu'on le conçoit pour le développement de nos pays.
Merci. Merci, Merci professeur, pour la contribution. Et Je partage votre point de vue par rapport au protocole de Nagoya. Je crois qu'en 2015, il y avait eu un atelier à Bobo pour ça, et on m'avait demandé mon point de vue par rapport au protocole et tout ça. J'ai dit, bon, moi, je partage avec les communautés locales. Je leur apporte quelque chose. C'est vrai que j'achète la matière première avec les producteurs, mais je les sensibilise. Voilà, je les sensibilise, on s'accompagne, et donc, c'est du gagnant-gagnant. Il y a celui qui produit, mais il y a les malades également qui en profitent, surtout les malades. Donc, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent encore comme protocole, mais je crois que c'est le partage là comme ça. C'est vrai que l'histoire du protocole Nagoya, nous on a fait des ateliers où les villageois même, ils préfèrent traiter directement avec des gens comme Dr Dakio, avec des gens comme les amis de la cosmétique avec qui je travaille. Nous on fait du Nagoya sans le savoir. En 2003, avec mon ancien directeur de thèse chez Christian Dior, on a écrit des trucs qui sortent aujourd'hui. Et j'ai le document, en 2003. Développement durable, respect des trucs, tout ça. Et on l'a fait sans le dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent venir imposer des trucs de l'extérieur, et c'est vrai que les Africains ne sont pas tout à fait d'accord. Voilà. Mais c'est les politiques qui veulent mettre le nez dedans. Parce que si on fait des fonds, par exemple, un fonds Nagoya, on va dire aux sociétés Dior, Phytofla, il faut mettre des sous là-bas. Mais les sous là-bas seront gérés par l'État. Ils ne seront pas gérés par des associations comme celle qu'on a montée avec l'autre, où 99% des fonds repartent au Burkina. Là, donc, les villageois, ils préfèrent notre système. Le problème, c'est que des fois, on est obligé de suivre les trucs. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que plus on est de fous, plus on rit. Merci, Marc. Tu veux le mot de la fin? Le mot de la fin? Non. Bon. C'est bon? Comme je suis la marraine, donc... comme je suis la représentante du parrain, j'ai porté un beau collier. Et mon compatriote et frère, Dr Zerbo, dit que non, ce n'est pas pour moi, c'est le cadeau du parrain. Donc, vu que c'est collier féminin, je ne sais pas comment il va le mettre. Oui, il va être très content de le mettre. Merci encore à l'association pour l'honneur accordé à Dr Dakio, mon papa. Je peux dire ici que c'est vrai qu'on ne s'entend pas toujours, mais je suis très fière de lui, fière de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a fait pour la promotion de la médecine et pharmacopée traditionnelle africaine, mais plus particulièrement du Burkina. Parce qu'aujourd'hui, on a eu Covid, hein, on a vu tout ce qui s'est passé, c'était devenu du chacun pour soi, et puis Dieu pour tous. Et à un moment donné, je me suis dit, si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'on allait devenir? Voilà. Merci beaucoup pour cette reconnaissance que vous lui accordez. Merci. Et comme on le dit chez nous, on est ensemble. Voilà ça. Merci Virginie. Il me semble, non? Bon. Comme on dit en Afrique, bon. Donc, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Patrice Zerbo, qui, lui, va nous parler des forêts sacrées. Non.